Nouvelle édition spéciale de Défense, comme tous les mercredis soirs. Ravi de vous retrouver pour ouvrir ce magazine. Océane Nicole, bonsoir. On parle avec vous de l'actualité sur le terrain, bien évidemment. D'abord au sud avec l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, c'est en effet la pression internationale qui se poursuit justement autour de cette aide humanitaire dans la bande de Gaza. De plus en plus de pays envoient donc de l'aide humanitaire et le dernier pays en date, c'est le Maroc. Le Maroc qui a envoyé 40 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et la différence, c'est que comparé aux autres pays, la France, les États-Unis, la Jordanie, l'Égypte, où cette aide humanitaire passait soit par l'Égypte, soit par voie aérienne, là, l'aide humanitaire du Maroc, elle est arrivée par voie aérienne directement ici en Israël. On a vu ces avions marocains de la Royal Air Maroc atterrir ici à l'aéroport international Ben Gurion et ensuite, par des camions, ils sont descendus vers le point de passage de Kerem Shalom où ensuite, ils sont entrés dans la bande de Gaza et cette aide, elle est arrivée aux mains du Croissant Rouge palestinien. C'est la première fois donc qu'un pays, et le Maroc en particulier, passe directement par Israël. Ça montre évidemment, on le sait depuis 2020 et les accords d'Abraham, la relation particulière entre Israël et le Maroc. Il y a une nouvelle fois, et là on en voit une nouvelle fois la preuve, la coopération sécuritaire et aussi militaire donc entre les deux pays. C'était la volonté d'ailleurs du roi du Maroc, Mohamed VI, qui a voulu envoyer de l'aide donc à la population gazaoui. Pourquoi maintenant? Tout simplement parce qu'on est en période évidemment du mois sacré des musulmans, le Ramadan, et aussi pour les musulmans, c'est important de donner, de faire des bonnes choses, des bonnes actions, oui. Des bonnes actions. Et c'est donc ce qu'a fait le Maroc en donnant donc 40 tonnes d'aide humanitaire aux Gazaouis. Et c'est passé donc par Israël. Israël qui aussi se préoccupe de l'aide humanitaire. Là, pour Israël, l'important c'est que cette aide humanitaire ne soit pas détournée comme ce que l'on voyait avant et que ça arrive aux mains du Hamas. Donc il y a un projet pilote qui est en train de se mettre en place par Tsahal pour éviter justement que cette aide humanitaire soit détournée par les terroristes du Hamas et que cette aide arrive bien directement aux mains des Gazaouis. Alors ça, c'est dans le sud. Il y a également, on a les chiffres du nombre d'opérations qui ont visé les terroristes dans le nord. Tout à fait. Beaucoup de frappes aériennes donc, qui ont été effectuées par Tsahal. On l'a vu encore ces derniers jours. Au total, depuis le début de la guerre, ce sont 4500 cibles du Hezbollah qui ont été éliminées, que ce soit à la fois au Liban mais aussi en Syrie. Sur ces 4500 cibles, il y en a 1200 cibles qui ont été visées depuis les airs par voie aérienne, donc, et 3100 cibles qui ont été visées cette fois depuis la terre. Au total, Mathias, 300 terroristes du Hezbollah ont été éliminés. Parmi eux, il y a des gros poissons puisqu'il y a 5 commandants de haut rang du Hezbollah qui ont été éliminés et 750 terroristes blessés. On a un petit peu plus de détails aussi sur les cibles précises qui ont été éliminées. 450, c'était des infrastructures de la force d'élite Radwan, la force donc d'élite du Hezbollah. 150 postes d'observation qui ont été ciblés, éliminés, 70 centres de commandement et 50 positions de lancement de roquettes qui ont donc été éliminées depuis le début de cette guerre. On va dire que dans le nord, elle a commencé le 8 octobre, puisque c'est là où il y a eu les premiers tirs de roquettes depuis le Liban tirés par le Hezbollah. Et on voit que ça fait maintenant plus de 5 mois, cette tension ne cesse de monter jusqu'au jour où on imagine qu'à un moment, Tsahal va finir par perdre patience. Et on imagine qu'il y aura un regain de tension entre Tsahal et le Hezbollah. Merci Océane Nicole, sans oublier bien évidemment l'élimination ciblée de ce cadre du Hamas au Liban aujourd'hui. Doron Avital, ancien commandant des Saïd Metkal, l'unité prestigieuse des commandants de l'armée de terre, merci d'être avec nous. La première fois d'ailleurs dans Défense, merci d'être resté si tard pour nous. D'abord, en tant que lieutenant-colonel, vous avez été d'une unité prestigieuse d'élite. Votre regard sur la sortie de Dan Golfous, le général de brigade de la 98e division des commandos, qui dit aux dirigeants israéliens « Arrêtez cette division, mettez-vous ça bien dans la tête, nous combattons, essayez d'éviter de vous diviser ». Ce sont des propos qui ne sont pas habituels dans la bouche d'un général qui, en général, a un devoir de réserve. Il faut d'abord comprendre, c'est le général qui dirige la division commando, qui est la division la plus importante de Tsahal et qui mène la campagne peut-être la plus importante de cette guerre, la campagne de Khan Younes. C'est d'ailleurs une campagne très réussie et qui est encore en cours. Ce sont des mots durs
figures qui expriment un mécontentement qu'on voit sûrement sur le terrain, mais c'est certain qu'il y a une fracture sur la scène politique et je pense que les généraux, lorsqu'ils rencontrent une partie, certains des ministres, ça n'est pas difficile, ça n'est pas facile. Et ils sont sur le terrain, ils voient les soldats qui tombent et ensuite on leur parle comme si ils étaient de simples fonctionnaires. Je pense qu'il y a une frustration qui s'exprime et on va voir l'écho que cela va avoir dans la société israélienne. Je sens également la vôtre, de votre côté, dans vos propos. J'aimerais parler aux soldats qui, le premier, a posé les pieds de Rangers couleur rouge à Baalbek, au nord du Liban. Pourquoi c'est important qu'Israël aille, pour l'instant, frappe à Baalbek en tout cas? C'est en profondeur sur le territoire du Hezbollah. Qu'est-ce que Baalbek? C'est la capitale de la Beka libanaise qui fait partie de cette faille syro-africaine. C'est là qu'ils vivent, c'est-à-dire dans les années 90, lorsque nous étions présents, il y avait aussi bien le Hezbollah que l'armée syrienne. C'est aussi l'axe Damas-Beyrouth et c'est là aussi que vient une grande partie de l'industrie. C'est une région magnifique avec des terrains agricoles formidables. Je recommande le vin de la Beka, mais c'est la cour arrière du Hezbollah. Si le commandement est à Beyrouth, dans le quartier de Hadafia, eh bien, tout le soutien arrière se trouve dans la Beka, et donc c'est un coup important porté au Hezbollah, et le Hezbollah a dit qu'il riposterait. Ça veut dire que ça les a vexés, militairement parlant? Oui, d'ailleurs, quand en 2006, nous avons voulu montrer que nous pouvions frapper en profondeur, il y a eu une opération sous le commandement de Nitzan Alon, qui est aujourd'hui le général en charge de la question des otages. Eh bien, il a dirigé l'opération de l'enlèvement de Dirani qui a lieu, et c'était important à l'époque, en 2006, de leur dire que nous pouvions aller, là c'était un raid aérien, mais c'est important, de leur point de vue, c'est franchir une limite. En fait, c'est un peu modifier l'équation, et la question c'est comment ils vont riposter. Que vont-ils considérer comme une riposte adéquate à cette attaque à Baalbek? Et il faut être très prudent et peut-être inquiet dans les jours à venir. Est-ce que ça veut dire que finalement, Israël a choisi pour l'instant la voie aérienne au Hezbollah et se concentrer au niveau du terrain, proprement dit, de l'opération terrestre, exclusivement dans le sud? Pour l'instant, on ne parle pas, du côté de l'armée israélienne, d'opérations terrestres de grande envergure au Liban. Si il y a une démarche plus vaste au Liban, il pourrait y avoir plusieurs étapes. La première étape, ce qu'on craint qu'il devienne une guerre plus vaste, c'est une opération terrestre uniquement dans le sud du Liban. On l'a fait lors de l'opération Litani avant la fin des années 70. Donc la crainte, c'est qu'effectivement que cela se développe très vite en des attaques contre la population civile à Haïfa, et ensuite on devra nous attaquer à Beyrouth et à Baalbek, et donc cela créera une guerre totale. Mais, et il y a un grand mais, vous parliez de la détermination d'un général de brigade. Vous avez été lieutenant-colonel. Lorsque vous receviez, et en général, pour ceux qui ne le savent pas, le chef de la Sayeret Matkal reçoit les ordres directement du chef des renseignements militaires, ou parfois même du Premier ministre lui-même, parce que c'est, en général, vous traitez des missions extrêmement périlleuses. À un moment, un officier doit prendre la décision, quel qu'en soit le prix. C'est justement pour la raison pour laquelle vous êtes officier. Pourquoi on a l'impression, pour l'instant, qu'il y a une hésitation? Est-ce qu'elle est politique ou est-ce qu'elle est militaire?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte au sein de l'armée. Vous devez être prêt à la guerre. Vous devez savoir que vous avez suffisamment de munitions. L'appui des alliés, comme les États-Unis. Vous devez avoir une bonne raison de lancer une telle opération au Liban. Alors bien sûr, l'armée est chargée du comment. Comment appliquer ce que le gouvernement lui dit. Mais il faut aussi prendre en compte des différentes considérations. Comme cette opération, par exemple, de l'enlèvement de Dirani, le Premier ministre doit prendre en compte les conséquences politiques. Il faut savoir, en fait, la politique et les militaires ont des relations réciproques. Nous ne voulons pas pour l'instant lancer une campagne dans le Nord, eux non plus, mais l'équation est en train de s'étendre et peut-être qu'on va arriver à un point de rupture. Est-ce que le Ramadan aussi pèse sur cette action-là? Et j'ai donné deux questions en une parce qu'il nous reste une minute à peine. D'une part, le Ramadan, est-ce que peut-être que l'armée israélienne peut surprendre l'ennemi en allant au Liban? Vous vous dites le kidnapping de Mustapha Dirani. Est-ce qu'il ne serait pas bon aussi d'innover, de kidnapper une tête pensante du Hezbollah maintenant? Alors, je pense qu'enlever quelqu'un du Hezbollah, on préfère les éliminer. On n'a pas d'intérêt à les kidnapper. Nous n'avons pas grand-chose à faire avec en les détenant. Et nous avons effectivement des éliminations importantes. Il y a eu un responsable du Hamas au Liban du côté de Saïda. Nous avons aussi visé des hauts responsables du Hezbollah. Alors, si on a réussi à éliminer Mohamed Issa, le numéro 3 du Hamas, et si on arrive à éliminer les hauts responsables du Hamas, peut-être que le Hamas se rendra, on n'aura pas besoin d'entrer dans Rafah. Donc s'en prendre aux responsables, cela a beaucoup d'impact. Si on s'en prend à Sinoir, si on arrive à le localiser, on fait beaucoup d'efforts pour cela, la situation sera complètement différente dans le sud et cela aura un impact sur le nord. Donc tout est connecté. Merci beaucoup et c'est du direct. J'apprends là à l'instant qu'il y a des rapports sur lesquels l'armée israélienne est en train d'opérer à la frontière justement entre Gaza et l'Égypte. C'est exactement ce dont vous parliez à l'instant, lieutenant-colonel Doron Avital. Merci, ancien commandant des Seret Matkal. Alors justement, cette opération Rafah tant attendue, elle divise au niveau militaire et au niveau politique. Écoutez les deux discours de Benjamin Netanyahou et de Jack Sullivan. On en parle juste après avec notre invité depuis Washington. Pour gagner cette guerre, nous devons détruire les bataillons restants du Hamas à Rafah. Dans le cas contraire, le Hamas se regroupera, se réarmera et reconquérera Gaza. Et nous reviendrons alors à la case départ. Et c'est une menace intolérable que nous ne pouvons pas accepter. Nous détruirons le Hamas, libérerons nos otages et nous garantirons que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël. Nous terminerons le travail à Rafah tout en permettant à la population civile de se mettre hors de danger. Nous avons pris des mesures pour minimiser les pertes civiles qu'aucune autre armée n'a prises dans l'histoire. Le président a été très clair sur notre position sur Rafah et notre position est qu'une opération militaire à Rafah qui ne protège pas les civils, qui coupe les principales artères de l'aide humanitaire et qui exerce une pression énorme sur la frontière israélo-égyptienne, ce n'est pas quelque chose qu'il peut soutenir. Nous en parlons avec les Israéliens et encore une fois, dans l'état actuel des choses, nous n'avons pas vu ce plan. Nous allons en direction Washington avec vous, Bradley Bowman. Thank you, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président du think tank FDD. Merci d'être avec nous. D'abord, première question, est-ce qu'à ce point, Bradley Bowman, le gouvernement israélien et l'administration américaine sont divisés? Visiblement, vous avez un problème de traduction. Peut-être que je vais vous poser la question en anglais, peut-être. Bradley Bowman, what about the difference between the two administrations, the Israeli government and the US administration? I heard the interpreter. הוא שומע אותי, אבל אני לא שומע את מתיאס. It seems that we have technical problems. Il semblerait que nous avons un problème technique. Je vais peut-être me tourner en attendant que la régie me dise quoi faire vers vous, Océane. Pour l'instant, alors, allez, on me dit de regarder ce sujet. Nous avons tourné il y a quelques années
eh bien, un sujet autour des gadgets 007, ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans la bande de Gaza. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, c'était déjà il y a 3 ans, eh bien, on parlait déjà des gadgets qui permettent à l'armée israélienne de lutter contre ou pour retrouver les otages et de lutter dans les tunnels. Regardez. Magnificent, isn't she? Nous ne sommes pas ici à Londres, mais dans le nord d'Israël, dans le centre de recherche et développement de Rafael Industries. Dans le rôle de Q, Noam Barak, directeur du site. L'avenir est déjà là. On ne parle pas ici de prototypes, mais des engins du futur sur le point d'être opérationnels. Pendant qu'on se parle, sous tes pieds, il y a un mini-drone que personne ne contrôle. Il voyage seul, analyse ce qu'il se passe autour de lui en dessous du sol et nous renvoie en parallèle l'image en temps réel. L'appareil peut aussi se rendre invisible en fonction de la mission qu'on lui incombe. Mais ce gyrophare peut également, dans certains cas, être un outil de dissuasion et faire peur. Voyons donc ce qu'il se passe sous nos pieds, et voici ce nanodrone. De la taille d'une paume de main, très léger, il dispose d'un cerveau environ de la taille de ma montre. C'est un outil autonome, il peut réfléchir tout seul. Dans le cas où des terroristes retiennent un soldat en otage dans un sous-sol d'une maison, est-ce que je peux envoyer ce nanodrone faire un premier repérage? C'est un exemple. Autre cas, une équipe de secouristes veut savoir ce qu'il se passe sous les décombres. J'envoie l'outil pour savoir s'il reste des survivants. Nous pensons toujours opérationnel. Et puisqu'on parlait du futur, il attendra jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre de bouger. C'est ça le futur des zones de combat. Si petit et si intelligent. C'est l'un des outils. J'aimerais te montrer d'autres appareils que nous développons ici pour les unités d'infanterie dans le monde de l'autonomie et de la robotique. Le maître mot ici, c'est comment, dans ce laboratoire, ces engins vont permettre de sauver des vies, de policiers, de soldats, de pompiers et secouristes. Avant même d'envoyer des hommes dans un espace qu'ils ne connaissent pas, ils penseront d'abord à envoyer des outils autonomes. L'un des exemples classiques, ce labyrinthe, construit à la demande des unités d'élite, censé représenter un théâtre d'action en cas d'opération spéciale, en milieu urbain. Nous avons préparé un sac pour les soldats qui vont se retrouver en zone de combat. Ce sac ne pèse pas lourd, il peut se mettre sur le dos. Il suffit de l'ouvrir et le soldat a tout ce dont il a besoin pour sa mission. Nous avons ces nanodrones, les Magic Flyers, que vous avez vus tout à l'heure. Et puis vous avez ce Magic Fly de plus grande taille qui peut mener à bien des opérations plus élargies. Terminez les joysticks. Il suffit d'avoir une tablette et vous pouvez contrôler également tous les outils à l'intérieur du sac. Sauf que pour Raphaël, et ils insistent, ces nano et mini-drones sont autonomes. Ce Magic Fly est capable de contourner un mur. Il est seul capable de sortir d'un labyrinthe, de trouver la salle où se trouve un otage, par exemple, de déchiffrer un texte, même dans l'obscurité. On lui demande surtout de reconnaître, ou plutôt de différencier les cibles des personnes à sauver. Il sert également de premier repérage. Comment? La preuve en image, via cette imprimante en 3D, la cartographie du futur. On obtient avec une précision surprenante les pièces que l'on vient de voir. Cela permet aux forces spéciales de connaître au centimètre près la disposition des pièces. Vous savez donc placer des soldats ici et là, placer un tireur d'élite en hauteur. Je vais planifier mon opération en fonction de l'unité, mais je te demande une autre idée. Ici, c'est la parfaite symbiose entre la robotique et l'homme, la Human Machine Interface. Une fois que j'ai fait ce plan, je peux décider d'employer tel ou tel outil pour une opération. Que se passe-t-il avant? On ne sait pas ce qu'il se passait à l'intérieur. On se basait sur des renseignements. Oui, mais on le sait, les renseignements ne savent pas toujours ce qu'il se passe à l'intérieur. Mais revenons à cette vidéo. Un détail aurait dû attirer notre attention. Ce robot chien, capable, lui aussi, d'être efficace au sol. Il peut marcher ou courir, franchir tous les obstacles, y compris en montagne, et des sources d'eau. Son atout aussi,
c'est qu'on ne l'entend presque pas. Un outil autonome qui sert de collecte de renseignements, mais également d'arme opérationnelle. La preuve, en image. Le robot poursuit sa cible, en l'occurrence moi-même, et ne s'arrête que lorsqu'il a atteint son objectif. Je recule, il avance. Ce qui est d'autant plus surréaliste, c'est qu'il reconnaît mes mouvements de droite à gauche. Fin de la mission, le robot sait aussi marcher à reculons. Nous avons pris cette plateforme, nous lui avons rajouté un cerveau et une boîte intelligente de Raphaël et nous avons désormais un outil pour l'infanterie avec des capacités incroyables de développement dans un espace donné. C'est un outil doté d'une intuition robotique, il est autonome. On peut soit le contrôler, soit le laisser faire. Il est doté d'un cerveau électronique et des capteurs sensoriels qui lui permettent de comprendre où il se trouve. Il peut aller se reposer et attendre l'ordre d'une nouvelle opération. Dernier gadget, ce serpent motorisé. Ils ont vu comment toutes ces parties de l'animal sont distinctes les unes des autres et capables de se contorsionner. La nature est tellement incroyable et tellement complexe que la meilleure manière de parvenir à des réussites technologiques, c'est de nous adapter à ce milieu naturel. Chaque partie du serpent est indépendante l'une de l'autre. Cela signifie que si je coupe l'une d'entre elles dans une zone qui n'est pas celle de la tête, le serpent continue de fonctionner. À l'image de cette maquette qui sert de cartographie aux officiers, ici, il suffit de placer sa main et vous obtenez quelques gouttelettes de pluie et un changement topographique. Comme le disent ces experts, en termes de technologie, le présent, c'est déjà le passé. Et retour dans le futur donc avec vous et même dans le passé avec vous, Bradley Bowman. Merci infiniment. J'ai le privilège d'ailleurs d'être avec nous. Vous êtes en direct. Vous êtes le président du FDD. C'est un think tank basé sur la sécurité, la géostratégie. Merci d'être resté avec nous et d'avoir été aussi patient. Première question d'ailleurs à propos de la pression du gouvernement et de l'administration américaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pression politique exercée sur Israël ? Merci de me donner l'opportunité de m'avoir invité. D'abord, depuis le 7 octobre, depuis l'attaque terroriste du Hamas, il est important de savoir que les États-Unis ont fourni à Israël énormément d'armement qui a été vital dans l'effort d'Israël pour se défendre. C'est la campagne d'assistance américaine, une des plus impressionnantes de ces dernières années, deuxième seulement après l'Ukraine. Mais en même temps, il est vrai qu'avec le temps, l'administration Biden a accentué sa pression sur Israël pour changer la manière dont il mène ses opérations dans la bande de Gaza. Et je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est une inquiétude véritable pour les conditions humanitaires dans la bande de Gaza et les morts de civils. Et la deuxième raison, c'est que ces inquiétudes sont renforcées dans cette année électorale aux États-Unis, puisqu'il y a des pressions dans l'aile gauche du président et aussi les Arabes américains, surtout dans des États qui sont importants pour l'élection, comme le Michigan. Vous avez été ce qu'on appelle un senior advisor, c'est-à-dire un conseiller spécial, stratégique au Congrès et au Sénat pour les questions militaires, Bradley Bowman. Si vous étiez en poste aujourd'hui, toujours, à l'intérieur du Congrès et du Sénat, vous leur diriez quoi à ces décisionnaires, justement ? Je leur dirais que les attaques du 7 octobre contre Israël ont été le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Je leur dirais qu'il y avait un cessez-le-feu le 6 octobre et que le Hamas a décidé de rompre ce cessez-le-feu et qu'aucun civil palestinien ne serait mort s'il n'y avait pas eu cette décision du Hamas. Et que le nombre de morts dans la bande de Gaza serait bien moindre si le Hamas n'utilisait pas des tunnels et des boucliers humains. Et je mettrais en avant les démarches très importantes que les Israéliens prennent pour limiter le nombre de victimes civiles. Mais n'importe quelle personne qui connaît l'histoire sait qu'il y aura beaucoup de victimes dans des combats en zone urbaine. Et si on veut que cela se termine, le Hamas devrait se rendre et libérer les otages, ce qu'il refuse de faire. Vous êtes un stratège, Bradley Bowman. Est-ce que, et vous parliez d'histoire à l'instant, est-ce que le fait que
Joe Biden et Kamala Harris disent aujourd'hui qu'il faut faire la différence entre le peuple israélien et le gouvernement israélien. Est-ce qu'on n'assiste pas quand même à un retour de l'époque des États-Unis avec Allende au Chili ou dans d'autres parties du monde? Ça vous fait sourire? It's an interesting question. C'est une question très intéressante. Vous savez, j'enseigne la politique, la diplomatie à West Point. Je l'ai fait pendant de nombreuses années. Et c'est une question très importante. Dans une démocratie, nous élisons nos gouvernements. Et donc, le gouvernement israélien a été élu. S'il y avait une élection aujourd'hui, on ne sait pas si les résultats seraient différents. Je suppose que oui. Mais il faut toujours admettre que le gouvernement israélien agit au nom du peuple israélien. Lorsque l'on parle de la République islamique d'Iran ou d'une dictature, on peut faire une distinction entre le peuple et le gouvernement. Mais avec un allié et un allié démocratique comme Israël, je pense qu'il faut respecter le gouvernement même quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et donc, c'est ma principale critique à l'égard de l'administration Biden. Lorsque vous avez un allié qui est dans un moment de besoin, qui est en danger, eh bien, vous faites des critiques en privé. Donc, je pense que l'administration aide les ennemis d'Israël et aide à la déshumanisation d'Israël parce que Israël n'a pas besoin seulement des armes américaines, mais aussi du soutien diplomatique face à cette menace extraordinaire qui, bien sûr, est toujours le fait de l'Iran, en fin de compte. Eh oui, c'est ça, parce que vous êtes aussi un spécialiste justement de la question iranienne. C'est l'une de vos spécialités, Bradley Bowman. Et c'est intéressant que vous citiez l'Iran parce que on a quand même l'impression que l'administration américaine actuelle, ou peut-être le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, a omis, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une volonté, la question de l'Iran. On parle du Hamas, on parle des civils de Gaza, mais l'Iran, subitement, a disparu de tout le discours de l'établissement militaire américain. Oui, il y a beaucoup, après le 7 octobre, les officiels de l'administration Biden n'ont pas voulu parler de l'Iran. Et en fin de compte, l'Iran, c'est le marionnettiste qui arme ces milices telles que le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, le Houthi, etc. Mais le Hamas, c'est un des satellites, le petit satellite, et le Hezbollah, c'est le plus grand. Et l'Iran, en fait, l'objectif du régime iranien, c'est en fait d'utiliser ces satellites et que les conséquences aient lieu ailleurs. Nous rappelons, nous savons, nos Arabes alliés savent que l'Iran veut que les Arabes israéliens restent divisés parce qu'il s'agit de diviser pour mieux conquérir. Et comme mon collègue Mardouet l'a dit, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est une arme de distraction massive. Nous devons passer plus de temps pour parler plus de ce que le régime iranien fait contre son propre peuple et sa volonté d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Donc nous pensons que l'Iran est dangereux maintenant. Attendez qu'ils aient l'arme nucléaire, ils seront encore plus agressifs et ils craindront moins les conséquences sur leur territoire. Ça sera ma dernière question. Si vous pouvez répondre rapidement. Vous disiez justement que vous êtes ancien enseignant à West Point, l'académie militaire. Moi, ça m'intéresse. Que pense la nouvelle génération des officiers américains sur le conflit au Proche-Orient ? C'est une bonne question. Je ne peux pas parler au nom de tous ces officiers. Si vous voyez les sondages, effectivement, les jeunes Américains sont moins favorables à Israël. Est-ce que cela se reflète dans les forces militaires? Ça n'est pas très clair. Ils sont en général plus conservateurs que la population générale. Mais Israël a des efforts à faire pour expliquer aux Américains pourquoi le partenariat stratégique avec Israël est un intérêt américain. Et effectivement, il y a peu de jeunes Américains qui le comprennent aujourd'hui. Les efforts de la communication israélienne, il faudrait toute une émission pour l'expliquer, sans doute. Merci Bradley Bowman, directeur des FDD. Toujours un plaisir, un honneur de vous avoir dans l'émission Défense. Merci à vous. Thank you very much. Bonne journée Merci beaucoup. à vous.
J'étais quelques jours plus tôt au salon de la doctrine militaire au think tank de l'INSS. J'ai pu rencontrer le général Israël Ziv. Alors écoutez, des propos qui peuvent peut-être choquer. Lui, qui est un général normalement à une position très dure envers l'autorité palestinienne, il dit qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Il vaut mieux Ramallah plutôt que rien dans Gaza. Écoutez. Et je suis avec le général Israël Ziv. On va parler bien évidemment des opérations, de ce qui se passe actuellement, mais également de Gaza de demain, de la doctrine sécuritaire. Général Israël Ziv, d'abord au niveau des opérations. Pourquoi Israël, Tsahal, ne va pas à Rafah ? Les considérations concernant l'entrée à Rafah sont assez complexes pour deux grandes raisons. La première, la quantité des réfugiés, des personnes déplacées qui s'y sont rassemblées. Ça ne veut pas porter atteinte à des personnes non impliquées en grand nombre. Et tant qu'on ne saura pas où transférer les personnes déplacées, ça ne veut pas ouvrir le feu dans Rafah. La seconde raison, ce sont les voisins, les Égyptiens. Actuellement, nous ne désirons absolument pas procéder à une opération dans laquelle les Égyptiens se sentiraient menacés. Pas directement, bien sûr, mais il suffit que certains réfugiés pénètrent en Égypte et cela constituera un problème pour eux. Il faut donc coordonner cela avec eux et évidemment avec les Américains qui constituent un élément majeur dans l'ensemble des facteurs que Tsahal prend en compte dans cette guerre. Et pourtant, lorsque les Égyptiens ont eu besoin d'Israël pour la guerre contre Daesh, Israël a répondu présent. Pourquoi là aujourd'hui, ni les généraux, ni les décideurs n'arrivent à mettre en avant la position d'Israël ? Tout d'abord, je dois dire que l'Égypte, dans l'ensemble, apporte son soutien et joue un rôle pondéré et sage dans ce conflit. Ils permettent le passage de l'aide humanitaire, ils auraient pu s'y opposer, ils y consentent. Ils empêchent le passage des réfugiés et c'est leur droit, cela appartient à leur souveraineté. Mais en fin de compte, et sans aucun doute, je dirais que même au niveau international, ils apportent leur soutien à cette opération d'Israël contre le Hamas. À eux non plus, cela ne plaît pas que le Hamas, en tant qu'organisation terroriste, règne à Gaza. Est-ce que, et vous avez parlé au cours de ce salon, de la question autour de Sinwar, est-ce qu'on n'en fait pas justement trop autour d'une seule personne et plutôt d'avoir une conception plus large ? Je pense que oui, Israël est entré dans une guerre qui lui a été imposée. Il est clair que la responsabilité incombe à un seul homme, à Sinwar, qui est derrière cette attaque terroriste nazie contre des citoyens israéliens cruelle et complètement folle. Il est évident qu'Israël veut et doit mettre la main sur Sinwar, mais aussi que c'est une erreur de baser toute notre stratégie sur cet homme que nous allons d'ailleurs peut-être éliminer aujourd'hui, demain ou dans un an. Je pense qu'Israël doit regarder les choses différemment concernant cette guerre. Israël a marqué des points très significatifs et il faut commencer maintenant à établir qui va reprendre les rênes à Gaza. C'est ce qui prime actuellement, pas le fait de savoir si Sinwar sera éliminé oui ou non. Et la victoire d'Israël ne peut dépendre uniquement de sa capture ou de son élimination. Cela n'a pas de sens. Ça sera ma dernière question. Et vous êtes, aussi curieux que ça puisse paraître, pour la présence quand même d'une autorité palestinienne, quelle qu'elle soit, dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Écoutez, malheureusement, nous devons composer avec ce que nous offre la réalité. Mais est-ce que quelqu'un en Israël, moi compris, est satisfait de l'autorité palestinienne ? Non. Mais quelle autre option avons-nous ? Gaza compte 2,5 millions de Palestiniens, pas des Suédois, pas des Indiens, juste eux. C'est eux qui se trouvent là-bas. Et ceux qui prendront le contrôle de Gaza seront sans doute des Palestiniens. Nous l'avons déjà vu. Toutes les tentatives qui ont visé à imposer un roi étranger ont échoué. Cela échoue toujours, que ce soit en Israël, dans le monde, tout au long de l'histoire. Qui plus est lorsque nous n'avons pas de volontaires. Nous avons essayé de voir qui se presse au portillon, mais personne ne veut prendre cette responsabilité. Donc cette éventuelle option théorique n'existe pas non plus. Ce à quoi il faut s'atteler, c'est établir une alternative au Hamas. Et il n'y a qu'une seule alternative au Hamas, c'est le Fatah. Et pour que le Fatah n'échoue pas une deuxième fois, car il était déjà dans cette situation en 2006 et il en a été chassé en 2007. Et donc, pour qu'il réussisse, il faut adopter le plan des États-Unis qui vise à obtenir une meilleure autorité palestinienne et y apporter des changements très significatifs. À ce propos, il s'agit notamment de se débarrasser de l'UNRWA. L'UNRWA constitue un élément du problème. C'est le même Fatah qui est revenu avec Yasser Arafat, avec des terroristes et des armes. Donc qu'est-ce qui va changer là ?
Mais c'est aussi cette même autorité palestinienne qui a modifié sa charte. Le Fatah a modifié sa charte. Il reconnaît l'État d'Israël, entretient des relations avec l'État d'Israël. Et avec tous les problèmes que nous avons en Judée-Samarie, cela ne constitue même pas 10% des problèmes que nous pourrions avoir sans la présence de l'autorité palestinienne. Il faut donc choisir parmi les possibilités que nous avons, et non pas celles que nous aimerions avoir, mais qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Merci beaucoup, Général Israël Ziv. Alors, quand on parle du Fatah à l'instant, Fatah, Hamas, de manière générale les organisations terroristes, et nous avons voulu savoir eh bien, ce que dit l'islam pendant ce mois de Ramadan. Alors justement, je me tourne vers Ephraim Herrera. Vous êtes le spécialiste de l'islam, vous êtes orientaliste également. Lorsque je vous ai demandé d'intervenir dans Défense, Ephraim, et que je vous ai dit, justement, je vous ai posé la question de savoir que dit l'islam pendant le Ramadan. Vous m'avez dit, il me faudrait 3 heures pour expliquer la situation. Est-ce que vous pouvez quand même répondre de manière synthétique ? Oui, je vais le dire de manière synthétique, et surtout comment le dit l'islam aujourd'hui, tel que je l'ai vérifié sur Al Jazeera, sur le ministère des Affaires religieuses du Qatar, sur les sites du Hamas et du djihad islamique et du Hezbollah. Pour eux, le mois du Ramadan, c'est le mois béni du djihad, parce qu'Allah y accorde des victoires aux musulmans, des victoires critiques, charnières. La première victoire de Mahomet contre les Mécois, qui a marqué la distinction entre l'islam et le polythéisme, la conquête de la Mecque qui impose l'islam aux polythéistes en terre sainte, c'est-à-dire la péninsule arabique, la victoire de Saladin à Karnekhitim en 1187 contre les Khwarizmites, contre les Mongols en 1260 dans la vallée d'Israël, la guerre de Kippour, que les musulmans nomment la guerre du Ramadan, la victoire à Hebron dans le tir des Mitpalelim, l'axe de ceux qui prient, les émeutes en 2001. Et les chiites ajoutent que c'est durant ce mois que le premier des 12 imams, Ali, est mort en shahid. C'est aussi le mois de la préparation aux martyrs et la promptitude au sacrifice qui ouvre les portes du paradis à ceux qui cherchent son parfum par la guerre. C'est le mois de la révélation et des miracles. Le Coran a été révélé pendant ce mois. Et pourtant, pour eux aussi la Torah, les psaumes, les évangiles. C'est durant ce mois que Mahomet a été miraculeusement emmené à El-Aqsa. Le point le plus important, c'est si les musulmans sont faibles, les nations les attaquent, et se baser sur la diplomatie entraîne l'humiliation des musulmans du fait qu'ils abandonnent le djihad pendant ce mois. Celui qui abandonne le djihad, Allah l'humiliera jusqu'à ce qu'il revienne à religion. Donc c'est le moment de rompre avec les sionistes, d'occuper Al-Aqsa et de considérer les juifs comme ayant rompu les accords de Dima, où ils devraient être soumis à l'islam. Mais Toutes ces raisons expliquent pour eux la peur des sionistes durant le mois du Ramadan. Et le djihad islamique appelle même à faire de ce mois un mois de terreur et d'anxiété pour les forces de l'occupant, à savoir nous. Alors, Ephraim Herrera, une fois qu'on a entendu votre explication et votre exposé, lorsque je me suis adressé également en préparant cette émission à un imam, il me dit « c'est pas vrai, c'est faux, la charia condamne les actes de violence pendant le Ramadan ». Or, vous me dites le contraire. Il y a un grand principe dans l'islam qui s'appelle la taqiyya, c'est-à-dire que on voile les choses. Il suffit de lire en arabe tout ce que je vous ai dit, je peux vous envoyer les sources de Al Jazeera, du site du Hamas de Philistine, du site du djihad islamique, du site du Hezbollah Al-Manar et du site officiel du ministère des Affaires religieuses du Qatar. Tout ce que vous venez de citer, des citations de cette année ou de l'année dernière. Qu'on soit bien clair, tout ce que vous venez de citer et de lire, c'est écrit noir sur blanc sur des chartes. Et écrit noir sur blanc sur les articles des imams qui expliquent à tous les musulmans de tous les endroits que j'ai cités quelle est la signification du mois du Ramadan. Et si vous prenez par exemple le site du djihad islamique, et vous le voyez la première page, la page principale, il y a écrit Ar-Ramadan Shaharul Jihad, c'est-à-dire le mois Shahar, c'est le mois du djihad. On ne peut pas être plus clair. Il y a même un des sites qui dit que c'est le moment et du grand djihad que le djihad des cœurs contre ses mauvais penchants et le djihad de la guerre qui s'unissent en symbiose avec une synergie positive. Alors l'imam vous raconte des histoires, mais si vous lui présentez ces textes en arabe, il ne pourra pas le démentir. La vraie question, et on se regardait avec Océane à l'instant, c'est que finalement c'est ad vitam aeternam, c'est-à-dire que
visiblement, quel que soit le leader dans la bande de Gaza, qu'il soit le Hamas, le Fatah ou autre, il y aura toujours un mois de tension et visiblement, à la lecture de ce que vous nous dites, il y aura toujours des attentats au moment du Ramadan, quel que soit le leader à Gaza ou à Ramallah. Sauf si on est très très fort et qu'on les met en situation de faiblesse. Et en situation de faiblesse, ils sont dispensés de ce djihad. Ça s'appelle Dof el-Mouminin, la faiblesse des croyants. Il faut les amener à cet état de faiblesse. Tout système de négociation, de compromis, d'accord est perçu par eux comme une faiblesse. Et comme leur avait dit le Cheikh Kardawi, qui était le grand maître spirituel des frères musulmans, d'auquel le Hamas fait partie, si les Israéliens vous proposent un accord, ça veut dire qu'ils sont faibles, refusez l'accord. Donc il faut être très fort et toujours très fort. Indépendamment, en clair, vous dites que finalement, c'est une région où finalement il faut faire preuve de, pardonnez-moi de la trivialité de mon mot, mais de testostérone, en clair. Il faut être très fort et il faut montrer mais ça veut dire quoi être très fort? fort? Comprend les buts de l'ennemi. Ça veut dire que le Hamas doit être complètement démantelé, ne pas avoir d'armes en aucune manière. Et toute personne qui se réclame du djihad, alors elle est passible de mort. Parce que ce djihad vise à notre mort. Et celui qui veut se lever pour nous tuer, on a le devoir de se défendre, nous. Et on devrait appliquer ce qui est écrit clairement dans les accords d'Oslo, l'interdiction de l'incitation à la haine. Or, ils nous traitent de fils de singes et de cochons, de descendants de singes et de cochons, d'envahisseurs, d'hommes cruels, fourbes. C'est ça qu'ils décrivent à tous leurs enfants, c'est ça qu'ils enseignent, tant dans la bande de Gaza qu'en Judée-Samarie. Alors ça, il faut absolument l'arrêter, sinon on n'aura jamais fermé le robinet et on continue à utiliser les serpillères pour nettoyer l'eau qui en coule. Ephraim Herrera, ce que vous dites là, les insultes que vous venez de citer, c'est ce qui est dit de manière générale sur les réseaux sociaux ou c'est des prêches qui sont données par des imams? Le grand idéologue des frères musulmans, et je rappelle que le Hamas est une branche des frères musulmans, Saïd Qutb a écrit un livre qui s'appelle Ma'arakatuna ma'al Yahoud, notre guerre avec les Juifs. Et toutes les descriptions que j'ai faites sont issues de ce livre, qui est la lumière qui éclaire le Hamas et les frères musulmans. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils enseignent, c'est ce que vous trouvez dans les livres scolaires de l'autorité palestinienne et dans les livres scolaires de la bande de Gaza. Je n'invente rien. Ça fait froid dans le dos. Merci, Ephraim Herrera. Celui qui ne veut pas regarder la réalité en face risque de se cogner contre un mur ou pire. Au moins, vous avez été particulièrement clair. Merci à vous d'avoir été dans ce magazine de défense. Retour à l'actualité également du moment. J'étais également, vous venez de le voir avec Israël Ziv il y a un instant. J'ai pu rencontrer également le chef du conseil régional d'Acher. Il gère l'une des localités en bordure de la frontière avec le Liban. Et donc, cette guerre avec le Hezbollah et le fait que les habitants se sentent complètement oubliés puisqu'ils ont été évacués. Ça se passe donc toujours à l'INSS. Regardez. Je suis avec le conseil régional de la région Acher, à la frontière avec le Liban, Moshe Davidovitch. Moshe, on vous sent lassé des promesses qui ne sont pas tenues. Je ne crois pas que la lassitude doit être un élément dans mon travail, c'est le premier point. Cette lassitude est le résultat de l'inaction du gouvernement, qui plus est en temps de guerre. Surtout qu'il s'agit ici d'une guerre qui est très dure et qui nous a été imposée. Pendant cette guerre, on s'attend à ce que les citoyens reçoivent des réponses à leurs problèmes. Sauf que c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu depuis la création de l'État. 70 000 habitants sont déplacés et l'État d'Israël ne répond pas présent. La seule chose qu'il fait, c'est de les faire sortir de chez eux et de les reloger ailleurs. Cela a un impact négatif sur la vie, sur l'économie, sur l'éducation, mais plus que tout, sur l'âme. Et réparer une âme, c'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est parfois même pas toujours possible. On se trouve maintenant face à une génération qui est perdue, en déroute, parce qu'elle a connu le Covid, elle a ensuite été évacuée, et elle n'a aucune idée de quand elle pourra réintégrer son domicile.
Depuis quand Israël joue aux échecs avec une organisation terroriste aussi puissante soit-elle? À mon avis, Israël ne joue pas aux échecs. Dans ce cas, nous jouons à chat perché, aux gendarmes et aux voleurs, aux chats et à la souris. On connaît Tom et Jerry, le chat et la souris. Celui qui nous a imposé une guerre dans les localités limitrophes de la bande de Gaza, c'est le Hamas, qui nous a pris par surprise. Et celui qui nous impose une guerre ici dans le nord, c'est Nasrallah, l'architerroriste, qui conformément à la décision 1701 de l'ONU, devrait se trouver au nord du fleuve Litani. Mais le 8 octobre, nous avons trouvé ces cellules de forces Radwan à notre frontière, essayant de s'infiltrer en territoire israélien. Il s'agit bien du chat et de la souris, et dans ce cas-là, je ne sais pas si nous sommes le chat ou la souris. Pour le moment, nous sommes dans un chaos le plus total. Des propos extrêmement forts que vous tenez. Le général Strick a dit que la guerre, un conflit avec le Hezbollah était l'une des dernières solutions. Vous êtes d'accord avec lui ou vous dites il n'y a pas le choix? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne recherche pas les guerres. Je suis un pacifiste. Mais dans ce cas, il s'agit d'une guerre par obligation. Quand Nasrallah crie chaque jour haut et fort que tant que Tsahal se trouve dans la bande de Gaza, il continuera à frapper le nord du pays, je ne pense pas que l'État d'Israël peut se permettre de laisser Nasrallah faire de nous ce qu'il veut. Donc, pour que nos habitants puissent retourner chez eux en toute sécurité, Nasrallah doit réaliser que les règles du jeu ont changé du tout au tout. En hébreu, on dit que dans ce genre de situation, que le propriétaire doit devenir fou. L'État d'Israël est un État souverain qui ne se laissera pas manipuler comme un pion. Dernière question, vous êtes un agriculteur de formation. Quand un agriculteur dit qu'il va labourer la terre, il le fait, parce que c'est une obligation. Est-ce qu'il n'y a pas trop de déclarations? À force que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, dit on va attaquer, le Premier ministre dit on va frapper fort, finalement les mots perdent leur sens. J'ai dit plus d'une fois que l'État d'Israël, depuis sa création, a excellé en appliquant l'adage « agissez plus, parlez moins ». Il y a 100 ans, Trumpeldor a déclaré que le dernier sillon d'un champ marquait cette frontière. Actuellement, la frontière passe dans les environs de Haïfa, car nos habitants sont évacués. Je ne veux même pas penser au fait que Trumpeldor, mais aussi Herzl, le grand visionnaire, ne cessent de se retourner dans leur tombe en pensant que l'État d'Israël va droit au suicide et n'a aucune idée de comment réagir face à ses ennemis. Je ne dis pas quand agir ni comment. Tout ce que je dis, c'est que Hassan Nasrallah, tout comme Yahya Sinwar, sont des hommes morts. Ça veut dire que vous êtes en train de nous indiquer que les prochaines frontières d'Israël, si Tsahal ne prend pas les devants, ou si le cabinet de guerre ne prend pas les devants, ça va être Beersheva, Haïfa, Hadera? Je dis que si l'État d'Israël ne s'est pas créé une zone de sécurité pour ses frontières telles qu'elles ont été établies en 1948, nous allons nous retrouver dans une situation où les populations seront diminuées, impuissantes, mais qui n'auront pas d'autre choix que de rester dans les zones frontalières. Une grande majorité de l'État d'Israël se trouvera entre Hadera et Guédera. Merci, propos extrêmement durs. Et d'Israël, de la région nord et de la frontière avec le Liban. On se rend à Bruxelles à présent avec vous. Claude Moniquet, expert en renseignement et terrorisme. Claude Moniquet, je ne sais pas si on a la liaison. Visiblement, elle semble coupée. Visiblement, je ne vous vois pas en tout cas. Visiblement, un problème technique. Les joies du direct. Je vous ai retrouvé. Voilà. Très bien. Claude Moniquet, bonsoir. Vous êtes spécialiste en terrorisme et renseignement. Cette semaine, on a vu cette information sur laquelle, en Italie, 3 Palestiniens ont été arrêtés. Ils étaient affiliés aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa, c'est-à-dire la branche armée du Fatah. Il y a de quoi surprendre quand même, parce que le Fatah n'est pas censé opérer hors de ses bases. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça a été le cas, sans doute avec les jeunesses révolutionnaires communistes, de la bande de l'armée rouge, notamment en Europe, mais pas du Fatah. Que se passe-t-il? Oui, alors des attentats du Fatah en Europe, on en a eu, mais effectivement à la même époque que celle que vous évoquiez, celle des années 80, 70-80, mais ça fait très longtemps que le Fatah et que sa branche armée n'agissaient plus opérationnellement en Europe, pour des raisons politiques évidentes, parce qu'ils voulaient se créer une image d'organisation
apte au dialogue et d'accord pour dialoguer. Donc là, c'est très nouveau. Ce que l'enquête va devoir révéler, et c'est fondamental, c'est si ces gens sont réellement d'abord affiliés aux martyrs d'Al-Aqsa, au Fatah, et bien entendu, s'ils ont agi sur ordre, sur incitation du Fatah, ou s'ils ont agi de leur propre initiative. Moi, personnellement, je serais étonné que le Fatah ait donné l'ordre de commettre des attentats en Europe. Et si jamais, je pose la question, ils ont été achetés, ou ils sont des transfuges des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, auprès du Hamas ou de l'Iran, est-ce que ça voudrait dire donc que l'Iran est présent sur le sol européen? Alors ça, on le sait. L'Iran est présent sur le sol européen en matière terroriste depuis très longtemps. J'ai moi-même été expert dans un procès qui a eu lieu en Belgique il y a 4 ans, qui jugeait un diplomate iranien qui avait été impliqué dans la préparation d'un attentat contre des opposants iraniens près de Paris, à Villepinte, en 2018. C'était une première, pas une première pour le terrorisme iranien en Europe, on a une longue expérience, mais la première fois qu'on avait vraiment un smoking gun, un diplomate iranien qui avait été pris la main dans le sac au moment où il livrait les explosifs pour commettre l'attentat. Donc l'Iran est présent en Europe de manière terroriste, en matière de terrorisme. Par contre, ce qui serait très inquiétant pour le Fatah, et peut-être pour l'Europe, c'est qu'une partie de ses effectifs et rejoint cette tendance iranienne, cette branche iranienne, et en fait trahit l'autorité palestinienne. Ça, ce sera un sujet d'inquiétude pour l'Europe, pour Israël, mais aussi, et peut-être d'abord, pour le Fatah. Est-ce que vous êtes en train finalement de dire de manière implicite qu'on assiste au retour d'un terrorisme organisé en Europe? Oui. Il y a, alors pas seulement d'ailleurs lié à la crise, à la guerre entre Israël et le Hamas, ça a commencé bien avant le 7 octobre. Il y a 1 an déjà en France, le ministre Darmanin, le ministre de l'Intérieur, disait qu'on avait le retour d'un risque d'attentats en Europe qui n'était plus seulement des attentats individuels au couteau, à la voiture bélier comme on a connu depuis 2017, mais de terrorisme structuré, de terrorisme en réseau et avec des réseaux transnationaux. Et depuis, on a eu, rien que ces derniers mois, on a démantelé en Europe, les services de renseignement et de police ont démantelé des réseaux entre l'Allemagne et le Danemark, eux qui étaient liés au Hamas. Ça aussi, c'était une première, une cellule opérationnelle terroriste du Hamas en Europe. Habituellement, ils sont en Europe pour collecter des fonds, pas pour commettre des attentats. On a eu une cellule entre l'Allemagne et l'Autriche pour commettre des attentats contre des édifices catholiques au moment de Noël. On vient donc d'avoir... Et on a un problème technique avec Claude Moniquet. On va pas tarder à retrouver la liaison. En attendant qu'on retrouve la liaison avec Claude Moniquet, nous c'est du direct, Océane Nicole. On en parlait juste avant de lancer cet entretien avec Claude Moniquet sur la question des Jeux Olympiques et de la tension. Ça vous fait rire. Océane, on va reprendre notre sérieux. Quelques mois des Jeux Olympiques. À quelques mois des Jeux Olympiques et de la manière dont, effectivement, les organisations terroristes peuvent intervenir. Est-ce qu'on a repris la liaison avec Claude Moniquet? Visiblement, non. Pas du tout. Est-ce que, visiblement, on l'a vu dans le passé avec la présence de Daesh, notamment les attentats du 13 novembre? Il y a quelques jours, il y a d'ailleurs eu un sondage qui a été fait par l'IFOP où, justement, il y a énormément de Français qui ont été interrogés. Et beaucoup de Français disent que justement, ils ont extrêmement peur. On a quelques mois des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris et il y a un réel risque. Et les sondages, je les ai plus en tête, mais c'est, il me semble, 66% des Français qui disent, au vu des massacres que ce que l'on a vu ici en Israël, eh bien, il y a un risque réel de voir des attentats ici, justement, pendant cette période de Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, je vous pose la question, Claude Moniquet, retour en direct. Est-ce qu'il y a un risque, justement, de ce fameux big attentat en plein Jeux Olympiques? Écoutez, les Jeux Olympiques, c'est certainement des événements mondiaux qui sont les plus médiatisés. Ça va être la concentration de tous les médias du monde, de toutes les chaînes de télévision du monde. Donc n'importe quel groupe terroriste qui veut frapper l'opinion, qui veut faire avancer
ou mettre en lumière ses revendications ou sa cause, va évidemment essayer de frapper aux Jeux Olympiques ou autour des Jeux Olympiques. Parce qu'il n'y a pas que les Jeux. Si au moment des Jeux, vous faites un attentat quelque part en France et que vous tuez des dizaines de personnes, même à 500 km d'une compétition, vous êtes certain que vous allez faire la une de tous les médias mondiaux. Donc oui, il y a un risque certain, un risque évident qui est pris en compte par les services de sécurité. Maintenant, la question, c'est tout le monde le sait, il n'y a pas de sécurité absolue, il n'y a pas de zéro risque en matière de terrorisme. Donc la question, c'est de savoir si c'est les mesures préventives qui sont prises, le travail des renseignements, les arrestations, le démantèlement des réseaux, si ça suffira à éviter cette menace, en tout cas à éviter la concrétisation de cette menace. Vous avez 20 secondes pour répondre. À qui profite le crime? Qui pourrait être tenté justement de commettre un attentat sur le sol européen à quelques semaines des JO, voire pendant les JO? Alors très clairement, le Hamas et les organisations pro-palestiniennes, le Hezbollah, c'est-à-dire grosso modo un usual suspect, l'Iran. Je pense que l'Iran et les organisations liées à l'Iran sont sans doute une des principales menaces terroristes. Alors bien sûr, on peut y rajouter Daesh. Merci. Mais c'est ça le spectre de la menace aujourd'hui pour la France et au moment des JO. Merci beaucoup Claude Monniquet, expert en terrorisme et en renseignement depuis Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial de Défense. Passez une bonne nuit sur i24 News, une nuit avec des bonnes nouvelles, surtout à demain.